Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes sur Ziana TV, la chaîne de la diaspora. Vous suivez Décryptage et bien sûr, c'est un décryptage spécial puisque nous sommes ici devant le parvis de l'église Saint-Pierre et Saint-Paul à Courbevoie. Je vais rejoindre Bédiel Baouna que vous connaissez et qui est toujours là avec nous. Bédiel Baouna, bonjour. Bonjour, c'est Makoso. Bédiel Baouna, aujourd'hui, on va explorer le monde visible et invisible. D'abord, parlons du monde visible. Aujourd'hui, nous sommes ici sur cette place, en fait, de l'église Saint-Pierre et Saint-Paul à Courbevoie pour une messe, en fait, organisée par la diaspora congolaise. Ouais, une très bonne, belle initiative. Tout ce qui contribue à résoudre vraiment le problème, le mal congolais, ne peut être que le bienvenu. Voilà, on ne peut pas le nier, même contrarier, donc il faut y participer, alors, il faut y aller. Alors, Bédiel Baouna, souvent au Congo, les choses spirituelles précèdent ou sinon sont toujours aux côtés des choses matérielles. Restons toujours dans cette matérialité. Il y a aujourd'hui une situation au Congo, ce qui nécessite pour les Congolais de se retrouver. Pourquoi prier, en fait, quand on sait que le problème est en soi, causé ou sinon entretenu par un homme qui, lui, est visible? Oui, mais pourquoi prier? Vous savez, quand on a épuisé toutes les solutions, on se tourne toujours vers quelques solutions métaphysiques, irrationnelles. Oui. Et cela aussi contribue, je crois, à réconforter, à donner de l'espoir. Donc je crois que c'est dans cette perspective-là, c'est dans cette option-là, je crois que oui, qu'il faut absolument avoir une pensée pour ceux qui sont en prison, pour les victimes dans le pôle, pas seulement les victimes dans le pôle, pour toutes les victimes du régime sanguinaire de Brazzaville. Alors, Bédiel Baouna, ce qui est en soi peu anodin, c'est que le prêtre qui célèbre, en fait, le père Georges Van der Meuch, en fait, fut un otage de Daesh, qui lui aussi est à l'origine de l'arbitraire du côté du Nord Cameroun. Oui, exactement, oui. Il connaît assez bien les souffrances qu'endure un prisonnier, un otage, et je crois qu'il était vraiment très bien vu de la part des organisateurs de cette cérémonie que d'inviter le prêtre, voilà, présider justement à cette messe. Alors, c'est une messe aujourd'hui que les gens pourront suivre, que vous suivez, je pense, en direct sur Ziana TV. Alors, Bédiel Baouna, on voit très bien qu'aujourd'hui, la situation dans le pôle, en fait, cristallise toutes les énergies, qu'elles soient visibles et invisibles. Déjà, rapidement, le point sur cette situation du pôle, puisqu'on a fait un décryptage spécial. Aujourd'hui, on fait aussi un décryptage spécial. La situation au pôle, Bédiel Baouna, quelle nouvelle? Elle est toujours chaotique. On ne peut pas dire qu'elle se soit améliorée. Non, pas du tout. Parce que tant que celui qui veut éliminer ou bien raser ou bien éradiquer toute une partie du Congo est au pouvoir, je crois que la solution ne pourra peut-être venir que de l'extérieur, à défaut, en commençant par les forces, les ressources locales, c'est-à-dire à manifester, à aller à l'église. Déjà au Congo, les hommes d'église se sont exprimés. Ils ont dit que l'État doit garantir la paix pour tous les Congolais. Bon, là maintenant, il y a une région qui souffre, plus particulièrement le pôle. Oui. Bon, maintenant, que peuvent faire et les hommes politiques et les hommes d'église? C'est de parler, c'est de prendre des initiatives. Mais l'église, tout en sachant que le Congo est un État laïque. Donc, c'est-à-dire qu'il y a séparation de l'église et de l'État. En tout cas, au Congo, l'église est en quelque sorte aussi un instrument du pouvoir. Parce que c'est le pouvoir qui manipule l'église. Mais dès l'instant où l'église s'est exprimée, bon, la réaction, elle a été un peu timide. Oui, voilà. Mais est-ce que déjà c'est une réaction tardive déjà, Bédiel Baouna, parce que la situation date du mois d'avril, quasiment 6 ou 7 mois après? Oui, tardive, mais si vous vous souvenez, dès le mois suivant, la crise du pôle, le Monseigneur Portela s'était rendu déjà à Paris. Il s'était exprimé même sur les ondes de RFI pour dire qu'il y a une catastrophe. Monseigneur Portela avait été contredit par le facétieux préfet du pôle, M. Sanga, je crois, oui, mais bon, après il s'est embourbé dans ses contradictions, M. le préfet, même une ministre, une jeune ministre, je crois, qui avait nié ces bombardements. Bon, maintenant les faits sont là. Les faits sont là, et les faits qui ont été, comment dirais-je, corroborés par la vidéo de cette semaine, dans laquelle on voit M. Augustin Kalakala, qui, je vous le précise, que lui, il n'est pas du Sud, il n'est pas du pôle. Il est d'une autre région que le pôle. Mais la sauvagerie, la barbarie de ce que recèle cette vidéo montre à quel point le pouvoir de Brazzaville n'a que deux aspects. Actif, c'est la sauvagerie. Inactif, c'est la barbarie. Je crois que les deux mots reviennent au même. Donc, le pouvoir de Brazzaville, donc il faut absolument contraindre le pouvoir de Brazzaville à stopper
ces exactions, ces violences, cette barbarie. Par quel moyen, Bédé Baouna, puisque vous parliez de l'Église tout à l'heure, le ministre de la Communication, M. Mongala, s'est empressé de répondre à l'Église que finalement, vous parlez du dialogue bien sûr, mais le dialogue avec notre ministre, c'est niet. Oui, mais il a répondu à l'Église, mais il n'a pas répondu sur la vidéo. Concernant M. Kalakala, que dit-il, votre ami Larnolf Thierry Mongala, ce monteur, là, que dit-il à propos de cette vidéo? C'est silence radio. On n'a entendu personne. Personne. Et pas même les médias. Or, c'est une information d'intérêt général. On ne nous a rien dit. Oui. Bon, maintenant, si l'Église peut prendre l'initiative comme les évêques de la RDC, qui ont contredit même Edem Kodjo, qui ne sont pas d'accord avec la feuille de route proposée par le dialogue présidé par Edem Kodjo. L'Église catholique de la RDC, à mon avis, est beaucoup plus active que l'Église catholique du Congo, Brazzaville. Mais c'est parce qu'il y a une raison à cela. Oui, toutes les institutions, c'est qu'il y a une chape de plomb sur toutes les institutions susceptibles de bousculer le régime de Brazzaville. C'est comme la franc-maçonnerie, qui tient cette semaine d'ailleurs, dans la semaine qui va venir. On va revenir là, vous abordez déjà l'invisible. On va juste terminer avec l'invisible. Cette vidéo de Kalakala, pour vous, est-ce qu'elle marque un tournant? C'est un tournant. Dans la crise. C'est un tournant. Si vous avez lu même l'article de RFI, il suffit de s'en imprégner, de s'en pénétrer. Vous verrez le langage, le vocabulaire employé même dans cet article. C'est un tournant. Cette vidéo montre à quel point que le pouvoir de Brazzaville ne règne que par la barbarie. Il ne s'agit plus de la torture, mais de la barbarie. On est revenu 1000 ans, 2000 ans en arrière. Comment peut-on dépouiller quelqu'un de son humanité, de sa dignité? Je crois que, excusez-moi, je serais peut-être un peu beaucoup plus cruel, mais à mon avis, il lui fallu l'achever totalement. Parce que M. Kalakala ne se remettra pas. Ne se remettra pas de ces violences. Parce qu'il a été dépouillé de son humanité. Il n'est plus humain. Il n'est plus. Donc, il lui a fallu l'achever carrément. Alors, Bédé Baouna, laissons les choses humaines aux humains, parlons même des choses invisibles. Vous avez déjà évoqué tout à l'heure, les francs-maçons congolais, toute obédience confondue, en fait, vont tenir des assemblées générales. Alors, on dit souvent que le franc-maçon au Congo, c'est quasiment le pouvoir, ou le deuxième pouvoir, c'est l'institution qui quasiment chapeaute tout le pays. Quels sont les enjeux de ces assemblées générales, Bédé Baouna, qui vont se tenir demain? Aucun. La franc-maçonnerie, vous savez, c'est un humanisme, en fait. Là, je ne voudrais pas faire de prosélytisme, mais d'après ce que l'on dit. Et il faut distinguer la franc-maçonnerie dogmatique, à laquelle est affiliée l'obédience que préside M. Sassou, la grande loge du Congo. Donc, chez eux, c'est beaucoup plus une quête symbolique. Mais il y a aussi la franc-maçonnerie adogmatique, représentée par exemple par le Grand Orient du Congo-Brazzaville et par le GOLAC, Grand Orient et loge associée. Mais le problème, c'est que ces institutions, ces obédiences ont été transformées en instruments de pouvoir. Vous savez pourquoi? Parce qu'elles ne se sont jamais exprimées depuis la crise référendaire jusqu'à maintenant. Or, ce sont des obédiences adogmatiques, c'est-à-dire portées sur les questions sociales. Oui. On voit bien ici en France, le Grand Orient de France, le droit humain ou bien les autres biens s'expriment quand il y a une crise. Durant les actes terroristes, elles se sont exprimées. Elles sont allées à la télé, dans les médias, elles ont pondu des communiqués. Au Congo-Brazzaville, c'est niet, c'est rien. Elles sont là, juste sur le plan symbolique, à porter le sautoir, le décor, voilà, le cordon ou le tablier, je ne sais pas quoi. C'est ce qu'on appelle communément la franc-maçonnerie alimentaire, en fait. Et quand vous remarquerez, pourquoi je dis que la franc-maçonnerie congolaise est devenue un instrument du pouvoir, c'est parce que, par exemple, à la tête du Grand Orient du Congo, c'est le conseiller de Sassou qui est grand maître. Et à la tête du GOLAC, c'est le directeur de la CNPC, Jérôme Kokolo ou Coco. Jérôme Coco. Oui. Et à la tête du Grand Orient, c'est Laurent Tingou, que vous connaissez très bien d'ailleurs. Donc, vous voyez, ce sont tous des proches du pouvoir. Est-ce que ces gens-là peuvent mobiliser les frères ou les sœurs contre la barbarie de M. Sassou? Non. Tout en sachant que M. Sassou, lui, est grand maître à vie de la Grande Loge du Congo. Donc, ils ne peuvent pas. Donc, il n'y a quasiment aucun enjeu important la semaine prochaine lors des assemblées générales de toutes les obédiences.
Et vous remarquerez, voilà, toutes les obédiences tiennent presque leurs assemblées générales au Congo, presque au même moment. Donc il suffit de se rendre à Roissy pour voir combien les sœurs et les frères embarquent voilà, vers Brazzaville. Non, voilà, quand on pose la question, mais tu vas où? Je vais à Brazzaville. Mais pourquoi? C'est comme ça, voilà, j'ai une assemblée, d'accord. On l'aura compris. Donc c'est ça. Donc ça ne sert à rien. Parce qu'elles ne se sont pas, si toutes ces obédiences n'ont pas été capables de prendre ne serait-ce qu'un communiqué sur le changement de leur constitution, par exemple, qui les concernait, parce que le débat sur le changement de la constitution, je l'ai dit à plusieurs reprises, n'était pas un débat politique, c'était un débat moral et philosophique, dans la mesure où ce débat-là concernait le vivre ensemble et puis la règle. Et ça, c'est le débat que doit prendre en main, auquel doivent participer les francs-maçons dogmatiques, qui sont portés vers les questions sociales. Au Congo, rien. Il y a eu la forfaiture électorale, rien. Il y a les crimes dans le pool, rien. Tout en sachant que dans le pool là-bas à Ginkara, il y a aussi des loges. Des loges là-bas qui ne s'expriment. Rien. Alors, Bédé, on a toujours présenté... C'est comme dirait dans la Bible, vous savez, il y a une belle phrase pour faire le lien entre le rationnel et l'irrationnel, entre la raison et l'irraison. Dans la Bible, il y a une belle phrase, je ne sais pas qui dit, de Nazareth peut-on sortir quelque chose de bon? Tout à fait. Donc c'est comme, est-ce que de la franc-maçonnerie congolaise peut-il sortir quelque chose de bon? Non. Alors, Bédé Baouna, on a toujours présenté les francs-maçons comme étant des frères de lumière, c'est des gens éclairés. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, tout se sombre dans l'obscurité? Que se passe-t-il, notamment dans cette frange de franc-maçonnique congolaise? Mais parce qu'il y a une chape de plomb. Parce que Sassou a tout verrouillé. Parce que toutes les obédiences sont dirigées par les proches de Sassou, par ses amis, par ses conseillers, parce que c'est Sassou qui les nomme, qui dit, bon, toi, je te nomme à la tête de la CNPC. Donc, tu ne peux pas parler. Et quand vous voyez même dans leur conseil suprême, vous voyez ce qui représente donc les hauts grades, il n'y a que les gens du pouvoir. Donc, elle a perdu tout son sens. De son humanisme. Son humanisme et son... Donc, en fait, les francs-maçons congolais sont caducs, obsolètes. Ils ne servent à rien, sinon à porter le sautoir, sinon à se présenter ici ou là, comme voilà, je suis franc-maçon. Non, ils n'ont pas aucun débat. Vous ne suivrez aucun débat. Il n'y a pas de revue au Congo sur les travaux des francs-maçons. Il n'y en a pas. Dans la mesure où ce n'est pas de l'invisible. C'est du visible. Il ne se passe rien dans les loges congolaises. Finalement, pourquoi continuer à fantasmer Bédé Baouna, puisqu'au Congo, on a des gens fantasment autour des francs-maçonneries, quand on voit des hommes et des femmes qui évidemment sombrent dans l'obscurité. Parce que les gens adorent le pouvoir. Ils pensent que la franc-maçonnerie leur confère un pouvoir ou un certain prestige. C'est tout. C'est juste la passion, comme je l'ai dit tantôt, du sautoir ou du décor. Porter un décor, voilà, je suis franc-maçon avec les insignes ici ou là. Voilà, c'est entre eux. Ils se retrouvent, ils mangent ensemble, ils boivent, ils se séparent, point barre. La réflexion a délaissé les francs-maçons congolais. Vous voyez, c'est comme un homme qui délaisse sa femme pour une maîtresse. Donc non, la réflexion n'est pas l'apanage, n'est pas l'outil. Alors, finalement, comment sortir, comment les faire sortir de cette torpeur? Est-ce que ce n'est que l'argent et le pouvoir qui disparaissent à jamais? Ou bien dans la mesure où celui qui a tout verrouillé? Je ne dis pas que, en fait, c'est les francs-maçons qui déçoivent. Non, la franc-maçonnerie déçoit. Il y a des francs-maçons. Non, la franc-maçonnerie ne déçoit pas. Ce sont les francs-maçons qui déçoivent. Parce qu'ils sont tous intéressés. Ils y vont dans le seul but d'acquérir un 4x4, une maison climatisée. Le bien matériel, en fait. Un poste, voilà, c'est tout. C'est tout. Mais ils ne vont pas pour s'occuper de la condition humaine. Parce que la franc-maçonnerie a pour objet la recherche de la vérité, l'amélioration de l'homme. Est-ce qu'ils y contribuent, les francs-maçons congolais? Je vous dis non. Parce que je lis tous les jours. Je vous le dis, je ne vous le cache pas, ça pourrait paraître prétentieux. Je crois que la seule solution pour les francs-maçons congolais, c'est de disparaître au même moment que M. Sassou. Parce qu'ils n'ont rien fait. Rien. Donc, quasiment rien. Il y a une crise au Congo, mais il n'y a pas une crise. Enfin, excusez-moi, le terme crise est faible. Il y a un chaos congolais. Au chaos, et que proposent les francs-maçons congolais dans la mesure où ils constituent un rempart. Un rempart contre la violence, contre la barbarie, contre la tricherie, contre les injustices. Ils doivent intervenir, ils doivent prendre la parole, taper du poing sur la table. Les francs-maçons congolais ne me diront pas à moi qu'il n'y a pas de violence au Congo. Non. On a vu. On a certains sont même des auteurs aussi, il faut le dire aujourd'hui. Mais voilà, vous avez tout dit. Oui, certains sont des auteurs. Vous avez tout. Or, un franc-maçon ne peut pas être un barbare, c'est impossible. Je vous le dis,
je lis des œuvres sur cette institution. Je lis beaucoup. Information, non. Non, pas du tout. J'ai déjà interviewé dans ma vie un grand maître d'une grande obédience française et je peux vous assurer qu'il m'avait ouvert la porte, son bureau. Vous voyez? Est-ce que je cache quelque chose ici? Non. C'est parce que les Congolais ont fait tout un batacaisse, voilà, tout un mysticisme, tout un mystère. Non, il n'y a rien. Ce n'est pas du mystère. C'est la réflexition. Alors, la décision on et va la peut-être fermeté. Oui, mais on va peut-être aller un peu plus loin. Permettez que je sois peut-être profane dans le discours qui va être le mien, mais aujourd'hui, Moi aussi. Aujourd'hui, on parle de plus en plus en fait des réélans panafricains, notamment dans les questions politiques. Est-ce que vous pensez que les autres formations d'autres pays peuvent aujourd'hui se lever et parler par rapport à ce qui se passe au Congo, mais oui. et que leurs frères sont en train de ternir en fait l'image. Tout à fait, tout à fait. Ça s'est vu pour la Côte d'Ivoire. Ce sont les formations étrangères qui sont intervenues pour la Côte d'Ivoire. Ils ont réfléchi, tout comme pour le Mali. Quand le Mali a été confronté au terrorisme à Tombouctou, ce sont les formations qui sont intervenues. Pour la Centrafrique, la RCA. Les formations africaines de France ou d'Europe se sont mobilisées pour rédiger une note. Ils ont pris des rendez-vous à l'Élysée, au Quai d'Orsay, chez Ban Ki-moon. Ils sont allés voir Ban Ki-moon. Faut-il pas pour le Congo, au moment, quelques jours avant la Sangaris, oui. Les formations sont allées voir Ban Ki-moon pour intervenir de toute urgence. Oui, ils ont pris rendez-vous, ils écrivent. Pour le Congo, s'ils ne le font pas, je ne sais pas. Est-ce que c'est parce que Sassou a tout verrouillé? Je ne sais pas. Mais vous savez que Sassou a le soutien de la communauté internationale, parce que sinon il ne commettrait pas cette barbarie. Sinon il ne serait pas l'auteur de cette sauvagerie dont le pôle est l'objet, par exemple. Ou bien dont les prisonniers politiques sont l'objet. Vous savez, c'est dur d'être prisonnier politique au Congo. Nous sommes ici, il fait frais, on a bu le café, bientôt on va s'asseoir autour d'une table pour prendre une bière, mais les prisonniers politiques, mais ça, le franc-maçon congolais, non. Il ne le fait pas. Tout simplement, c'est parce que M. Sassou a tout verrouillé. Et la force de M. Sassou, c'est la communauté internationale, quitte à dévoyer les valeurs maçonniques ou les valeurs humanistes. C'est un peu dommage. Voilà, c'est dommage, Bédel Baouna. Alors, cette semaine pour vous, qu'est-ce qui va se passer finalement? Cette crise du pôle, elle va continuer, elle va perdurer. Le pouvoir aujourd'hui veut avoir tout mis vif ou mort. Le même pouvoir ne s'exprime pas ou très peu, même pour évoquer le cas Kalakala. Comment entrevoyez-vous la semaine, Bédel Baouna? Je ne sais pas, bien malin qui pourrait nous prédire l'avenir du pôle. Mais je pense que M. Sassou, vous savez, c'est l'incarnation du mal absolu, hein, du grand banditisme. C'est un grand truand, ça tout le monde le sait. Que peut-il faire? Est-ce que manque-t-il de moyens de capturer M. Ntoumi? Non. Il a des moyens, des ressources militaires, financières. Il peut payer des mercenaires, ils vont capturer Ntoumi. Est-ce que la capture de Ntoumi sonnera le glas à ces violences-là? Je dis non. Le sujet est ailleurs, le sujet est politique. Pour M. Sassou, le pôle constitue un terrain de chasse. Il veut maintenir cette terreur pour qu'à la fin, il y aura toujours des négociations. Oui. À la fin, il dira voilà, et puis ses sbires, ses affidés, ces cancres du passage au terminal de la médiocrité qui sont par exemple les Madame Adélaïde Mouani, les Timambelela, les Manoukou et autres nous reviendront, ils diront voilà, c'est M. Sassou qui a ramené la paix, donc c'est l'homme qu'il nous faut. C'est le seul argument, à défaut d'avoir bâti le Congo, à défaut d'avoir fait émerger le Congolais. C'est le seul argument, c'est tout. Donc maintenir le pôle, et comme ils haïssent cette région-là, oui, dans cet état, je vous signale qu'il y a eu la rentrée scolaire. Est-ce qu'on parle de la rentrée scolaire dans le pôle? Non. Les conditions sanitaires même des populations? Non. Donc c'est une région délaissée. Et je me demande pourquoi on ne la rase finalement pas de la carte du Congo. Voilà. Donc je vous assure que rien ne se fera, même si demain l'on capturait M. Ntoumi. Je crois que l'insécurité, la précarité, voilà, les maladies, les épidémies continueront de sévir dans
le pôle. Alors, on va terminer. Nous sommes ici devant, bien sûr, l'église Saint-Pierre-Saint-Paul, ici à Courbevoie, dans le 92. Nous sommes dans le Haut-de-Seine. C'est quand même surprenant que les Congolais ne se soient pas mobilisés autant, alors qu'on les voit sur les réseaux sociaux s'exprimer, prendre position par rapport à la situation du pôle. Qu'est-ce qui explique en fait cette léthargie congolaise, des gens qui parlent beaucoup et qui se mobilisent peu quand il s'agit d'être présents lors des initiatives Je discutais avec un Congolais hier samedi, à l'issue de la marche organisée par les Gabonais. Normalement, ça devait être une marche panafricaine. Une panafricaine, mais les Congolais n'y étaient pas. Moins de 20. Donc hier, à Trocadéro, ça s'est passé moins de 20. La place Trocadéro. Et quand on tape sur eux, on dit que voilà, le Congolais n'est pas un peuple mature politiquement. C'est la guerre. Voilà, mais vous prenez pour qui? Mais vous dites ceci. Vous allez faire des ennemis, en disant ici que le Congolais n'est pas un peuple mature. Parce que, est-ce que moi, mais Jésus, nous sommes devant une église, mais Jésus n'a jamais renié l'inimitié. Jésus n'a jamais dit que n'ayez pas des ennemis. Il a dit seulement que aimez vos ennemis. Moi, j'aime vos ennemis, j'en ai, je ne m'en cache pas, mais je les aime. Comme ça, le jour où je vais les dévorer ou les croquer, si tant que j'en ai les moyens, ils seront bien copieux, frais. Voilà, c'est bon. Donc, je m'en fous que j'ai des ennemis, personne ne m'achète à manger, moi. Donc, je m'en fous. Mais il s'agit de parler du Congo. Bien sûr. C'est une parenthèse. Il s'agit de parler du Congo. Le Congo ne va pas mal. Le Congo souffre d'une métastase généralisée. Le Congo est dans le coma. Le Congo est un cadavre vivant. Donc, il faut le relever. Donc, on a besoin de la mobilisation de tous. Mais sauf qu'on ne les voit pas, ces Congolais. On ne les voit pas dans les manifs. Là aussi, on ne les voit pas. Parce que le Congolais a cet état de beaucoup parler et de ne pas agir. Cela reflète même la philosophie ou bien la mentalité de la classe politique congolaise. Elle parle beaucoup et elle n'agit pas. Incapable de braver, M. Sassou, incapable de braver, même quand on leur interdit une manifestation, ils restent chez eux. Oui. Les uns se cachent, ils disent que voilà, moi je suis recherché, voilà, donc je me cache, donc j'ai été exfiltré. Et puis les autres, ils sont chez eux, voilà, ça finira. Quand vous le lisez sur Twitter, les hommes politiques congolais, voilà, ça va finir bientôt. Quand M. Sassou est en train de s'installer durablement au pouvoir et de laisser le pouvoir bientôt à son fils. Et que fait la classe politique congolaise, tout comme les Congolais, ça parle sur Facebook, ça parle sur Internet, sans agir. Non, c'était le moment, je crois, de se mobiliser, de marquer par leur présence que oui, nous continuons à lutter contre le pouvoir sanguinaire de M. Sassou et de ses affiliés. Mais est-ce que vous partagez l'analyse qui a été faite par le Lakar Congo, ou spion quasiment la diaspora congolaise, puisqu'il dit, mais voilà, les gens ne veulent pas aller parce qu'ils ont peur, qu'ils ne pourront plus aller à Brazzaville pour aller frimer, qu'ils ne pourront plus aller pendant les vacances du côté de Bakongo ou encore de Pointe-Noire, donc il est mieux de rester chez soi. Et comme l'anonymat d'Internet garantit à tout le monde la sécurité nécessaire pour ne pas se faire prendre dans les filets de la police congolaise, à ce moment-là, on reste chez soi, on se dit sur Internet, mais quand il s'agit de manifestations comme cela, ben, on n'y vient pas. Mais vous savez, j'ai jamais cru en la diaspora congolaise. D'ailleurs, nous avons failli nous étriper qu'il ne faudra pas à l'avenir confier les rênes du pays à la diaspora. Tous ceux qui sont partis de la diaspora au Congo, ils ont fait la preuve de leur incurie, de leur sectarisme. Je veux parler ici de Thierry Mongala, de Bienvenue au Kémi, et même M. Sassou d'ailleurs, hein, quand il est allé faire son coup d'État en 87, il revenait de France. Et même M. Lissouba, quand il est allé enfumer les gens là-bas, que je faisais du Congo une petite Suisse, il revenait de France. Même, écoutez, j'ai un père, j'ai un papa, presque les Ndalagraï. Il revenait aussi à l'époque, les Noumazalaï. Oui. Il habitait dans le 15e, dans les années 50. Avec les Noumazalaï, les Tissé Kaya. Il revenait de France. Donc, tous ceux qui reviennent de l'étranger ont toujours été sectaires. Notamment de France. Peut-être que demain, des Congolais du Zimbabwe pourront peut-être faire autre chose que ceux de France. Surtout les Congolais qui reviennent de France, oui. Voilà. Quand ils sont ici, voilà, ce sont des beaux discours. Ce sont des démocrates. Mais arrivés au Congo, ils ne deviennent plus des démocrates, mais des ambitieux de la démocratie. Au sens d'Alexis de Tocqueville. Celui dont la démocratie sert les intérêts et non celui qui sert les intérêts de la démocratie. Voilà, c'est ça, hélas. Donc il faut toujours, moi je me méfie toujours des hommes politiques de la diaspora. Non, la politique se fait sur place. Voilà, j'ai bien approuvé le combat de Bowawo. Il était ici, on enseignait à Lille. Une fois, je l'ai accompagné à Lille. Il a dit non, moi je dois rentrer. Le moment est venu, avant l'élection présidentielle, de rentrer. Il a pris son courage à deux mains, il est rentré. Voilà, c'est ce qu'il faut faire pour les hommes politiques. Moi, je ne suis pas un homme politique, je suis un simple observateur. Je ne ferai jamais de politique.
Voilà, parce que je ne suis pas outillé pour, mais pour l'observation, oui. Voilà, un clin d'œil aux amis de Parfait Kolela. Vous avez entendu, Bédel Baouna n'a pas cité Kolela, donc vous comprenez que les choses rentrent dans l'ordre. Pour une fois. Voilà, merci Bédel Baouna. De rien, cher Sylvain. Voilà, mesdames, messieurs, merci d'avoir suivi Ziana TV. Portez-vous bien et à la prochaine fois. Au revoir. Au revoir.